Vous êtes juif? Oui. C'est pas grave, moi aussi. Nous interrompons un instant notre programme pour diffuser un bulletin d'information spécial. Ethiopia, abstain. France, yes. Greece, no. Il est toujours comme ça? C'est son côté agaçant, il faut qu'il parle. Je suis sûre que vous serez séduit quand vous le connaîtrez mieux. Ça change tout. Bonjour, bienvenue pour Ça change tout, un magazine de Xavier Nataf, produit par le Fonds social juif unifié et l'Appel unifié juif de France. Au sommaire de ce rendez-vous consacré à l'identité et à la culture juive dans le monde associatif de Marseille et de sa région, nous retrouverons dans quelques minutes Steve Krief, responsable du journal L'Arche, pour un numéro spécial Judaïsme et philosophie. L'association Beyachad organise son gala annuel. Pour en parler, sa responsable des programmes. David Amouyal est le responsable du DEJ, mouvement de jeunesse qui organise d'ores et déjà ses vacances d'été. Nous aurons quelques explications. En deuxième partie de programme, nous parlerons philosophie, puisque dans 2 jours, le centre communautaire d'Aix-en-Provence, le centre Darius Milhaud, organise ses nuits de la philo autour de Heidegger et ses élèves juifs. En prémisse à cette soirée, nous avons cherché à mieux comprendre Heidegger avec un exposé à disposition sur le site academ.org. Peut-on encore lire Heidegger du professeur de philosophie Nicolas Tertullian. Une heure autour de la jeunesse, du social et de la culture juive, mais aussi de la musique. You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. You are the apple of my eye. Yeah, 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 yeah. Forever you stay in my heart. I feel like this is the beginning. Though I've loved you a million years, and if I thought our love was ending, I'd find myself drowning in my own tears. You are the sunshine of my life. Yes, you are. That's why I'll always be around. You are the apple of my eye. Forever you stay in my heart. You must have known that I was lonely, because you came to my rescue. I know that I must be in heaven. How could so much love be inside of you? Inside of you are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. You are the apple of my eye. Forever you stay in my heart. Forever you stay in my heart.
'cause you are the sunshine, you are the sunshine, you are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. Steve Krief, bonjour. Bonjour Xavier. Vous êtes responsable du journal L'Arche, le magazine du judaïsme français, qui sort un numéro spécial magnifique autour de cette question aussi vieille que le monde, philosophie et judaïsme. Oui, car c'est une dialectique qui est effectivement très ancienne chez nous. On connaît naturellement les influences chez Maïmonide à la fois de la Bible et de la pensée grecque. Donc, et ça a continué, ça a perpétué cette dialectique. On rend hommage à la fois donc aux anciens, mais surtout on présente les nouveaux, les jeunes penseurs d'aujourd'hui, comment cela évolue en France, mais aussi en Israël, aux États-Unis. Vraiment, on essaie d'offrir un panel large sur cette magnifique rencontre entre la philosophie et le judaïsme. Vous avez dans ce dossier spécial de l'Arche abordé effectivement des philosophes bien plus contemporains que Socrate et Moïse, qui sont tous les deux en couverture, belle couverture d'ailleurs, de votre magazine du judaïsme français. Par exemple, quelqu'un au fond assez peu connu et absolument passionnant, Walter Benjamin. Oui, Walter Benjamin, et également on parle de son passage en France et comment il a retrouvé de nombreuses sources pour ses travaux en France juste avant la guerre, comment il a dû fuir aussi, donc on revient sur ça, et donc les influences françaises avec des noms étonnants que je voudrais découvrir par certains poètes qui ont marqué son œuvre. On parle donc effectivement des grandes figures comme Walter Benjamin, Franz Rosenzweig par Bernard-Henri Lévy. Il y a également donc un portrait d'Imre Kertész, Hilary Putnam, Jean Val, donc, et d'autres un peu plus anciens comme Buber, bien sûr, et Maïmonide aussi. Et puis vous parlez d'Heidegger qui est évidemment dans un rapport très compliqué et très ambigu. On en connaît les grandes lignes. J'en profite d'ailleurs pour dire que dans quelques jours aura lieu la nuit de la philosophie, donc en résonance avec votre magazine à Aix-en-Provence, autour d'Heidegger et ses élèves juifs, parce que il y a eu une fascination pour une partie d'un certain nombre de philosophes juifs de la pensée d'Heidegger. Oui, en commençant effectivement par Hannah Arendt, dont on connaît le lien avec Heidegger, et également d'autres penseurs, Lévinas, beaucoup ont été marqués par sa pensée, c'est comme un des grands philosophes du siècle, mais il y a tout ce qu'on a découvert encore récemment sur son passé quand même assez compromettant pendant la guerre. Donc c'est une question qu'on trouve très très intéressante et qu'il ne faut pas éviter, qu'il faut aborder pour parler donc de toutes ces problématiques. Et nous avons donc deux témoignages vraiment passionnants de Joseph Cohen et Raphaël Zagouri-Orly, et effectivement vous allez en traiter à Aix-en-Provence, donc voilà, ça circule, ça voyage, toutes ces pensées, tous ces penseurs. Et en parlant de voyage, donc on a fait des reportages en Israël et aux États-Unis pour voir où en étaient les études juives. Il y a de grandes questions aux États-Unis sur la progression de la pensée juive et sa rencontre avec la philosophie, notamment une rencontre à la Yeshiva University, qui est donc un établissement orthodoxe où les femmes et les hommes ont accès à l'étude, où les femmes et les hommes donc enseignent également. Ils peuvent nous amener de grandes questions et de grandes évolutions pour la France aussi. Oui, parce qu'on le sait depuis fort longtemps, c'est pas juste une posture ou un bon titre de dossier judaïsme et philosophie, c'est au fond une question, chacune se nourrit mutuellement. Enfin, on a des très grands exemples comme Leibovitch ou des tas d'autres, ou Lévinas bien entendu. C'est-à-dire il y a dans les deux modes de pensée, d'articulation de la pensée, des choses qui sont extrêmement complémentaires. Oui, et pour être complémentaire et pour être deux, il faut commencer par être homme et femme, nous pensons. Donc les femmes ont toute leur place dans cette pensée, qu'elles soient philosophes ou juives, et c'est ça qui nous a vraiment très agréablement surpris, comment tous les courants aux États-Unis, des libéraux jusqu'aux orthodoxes, donnent une place importante aux femmes, et vraiment on peut s'en inspirer en France, il est temps. Nous couvrons également quelques pages d'actualité, parce que c'est vrai que c'est un quasi hors-série, on va dire, sur la philosophie judaïsme, mais nous parlons aussi d'autres œuvres à la fois littéraires ou de certaines rencontres avec des auteurs, notamment une interview de Serge et Beat Klarsfeld par Ariane Bois. Il y a également une interview de Klaus Hansmann et d'un livre de Nathalie
Kovronek sur la transmission de la Shoah, qui est vraiment passionnant, vraiment que je recommande à vos lecteurs. Une très belle découverte. Alors un numéro absolument indispensable, 654e de la série, le magazine du judaïsme français, ça s'appelle L'Arche. On peut le trouver en allant essentiellement sur internet et en le commandant, parce qu'à Marseille, il n'y a pas de malheureusement de voilà, pas pour l'instant, malheureusement. On parle de mois en mois, mais il faudra un jour qu'on mette quelque chose en place. Et puis pour prolonger cette conversation, effectivement, je vous invite à aller à Aix-en-Provence, à la nuit de la philosophie, justement autour d'une partie de ce dossier, c'est-à-dire Heidegger et ses élèves juifs. Philosophie et judaïsme, c'est donc ce numéro hors série de l'Arche. Merci Steve Krief. Merci Xavier, bonjour à tous les auditeurs. De 18h30 à 19h30. Ça change tout. Xavier Nataf. Le projet Beyachad est un projet qui existe à Marseille depuis quelques années. Dans quelques jours, il va y avoir le 5e gala de cette activité tout à fait particulière. Pour en parler, Sheina Rosenthal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des activités à Beyachad. C'est quoi Beyachad en fait ? Voilà, donc Beyachad est une association qui s'occupe de nos enfants israélites avec des difficultés, de nos enfants différents. Et donc en fait, on met en relation ces enfants-là avec des jeunes bénévoles de 15 à 17 ans qui vont s'occuper d'eux, qui vont devenir leurs amis, leur faire des sorties, s'occuper le dimanche pour des Talmud Torah. Voilà, passer des moments de joie ensemble. Ce projet est un projet original, vous le disiez, des enfants différents, certains sont donc handicapés, d'autres valides, et c'est l'idée de justement mettre en relation toutes sortes de jeunes et de créer des amitiés, des relations autour d'activités. Exactement, voilà. Donc en fait, les enfants différents peuvent bénéficier, voilà, justement d'un partage d'amitié avec ces bénévoles-là, et c'est aussi ces bénévoles qui justement apprennent l'amour du partage, font vraiment des actes de bonté, et ils apprennent à passer du temps avec les autres. Voilà, au lieu de passer une heure sur l'ordinateur ou faire autre chose, ils vont visiter un enfant, et voilà, ils apprennent. C'est vraiment une leçon de vie pour eux aussi. Vous êtes responsable des activités. Quel type d'activités vous avez tout au long de l'année ? Voilà, donc en fait, on a un dimanche par mois, un à deux dimanches par mois, donc on fait une activité Talmud Torah qui se passe dans notre centre à Château-Gombert. Donc là, on fait un Talmud Torah à l'Esbeth, on leur apprend sur le thème des fêtes juives, des activités manuelles, des chants, etc. Ensuite, il y a les visites à domicile. Donc, une fois par semaine, 2 bénévoles vont visiter un enfant handicapé à son domicile, faire une partie de foot, faire un jeu de société, voilà, tout ce que l'enfant désire faire. Et puis après, il y a beaucoup de sorties. Des sorties. Donc là, récemment, on a fait Marineland, donc c'était vraiment une super belle journée. On est partis tous en car. On était, voilà, une 60aine à partir. Et puis voilà, toutes sortes de sorties, patinoires, laser game, restaurants, voilà.
Ce qui est formidable dans ce binôme valide-invalide, c'est aussi tout ce qui est apporté à celui qui est valide. Je me souviens avoir interviewé il y a quelques années, justement dans le cadre de ce projet Beyahad, des jeunes gens qui passent justement leur temps, au lieu d'être sur les écrans, d'être plutôt dans de la relation et du partage. Exactement. Et ils témoignaient de choses assez extraordinaires. Comment est-ce que vous recrutez tous ces jeunes ? Voilà, donc c'est vrai que c'est une des parties les plus difficiles du travail. C'est en fait, on passe dans les écoles juives donc de Marseille et puis on intervient dans les classes, on leur montre notre projet et puis après avoir expliqué, on distribue des fiches d'inscription. Mais c'est vrai que surtout ceux qui vont vouloir s'inscrire, pas tous bien sûr s'engagent après parce qu'il faut y mettre du temps, il faut y mettre de la volonté. C'est pas toujours évident. C'est vrai que c'est pour ça qu'on prend plutôt des jeunes qui sont en 4e, 3e seconde où ils n'ont pas encore des examens à la fin de l'année et trop de devoirs. Et puis ça demande un véritable engagement pour le coup, même si c'est pas beaucoup de temps, mais en tout cas de la régularité, parce que quand on crée une relation, évidemment, il faut qu'elle dure. Exactement, voilà, surtout dans le cadre des visites, c'est vrai qu'après l'enfant handicapé va s'accrocher au bénévole et puis si le bénévole décide de pas venir, il peut être très déçu et puis l'attendre et finalement ne pas le voir, ça peut vraiment le créer une grosse déception. Shaina Rosenthal, vous utilisez pour votre activité une jolie phrase. Vous dites la différence est une chance. C'est effectivement quelque chose de terriblement enrichissant d'être avec des gens différents de nous. Oui, exactement. C'est vrai que voilà, toute personne qui est différente, on a tendance à la mettre de côté, à s'éloigner d'elle. Et nous, on veut justement montrer que la différence, non, on est tous ensemble, on est tous pareils, quoi. Donc, justement, vivons cette différence ensemble. Alors, le Fonds social soutient cette association Beyahad, parce que nous croyons beaucoup à ce type de projet. Votre actualité, et c'est ça notre invitation dans l'émission d'aujourd'hui, c'est votre soirée de gala qui aura lieu le 3 juin. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est sûr, c'est que c'est à ce moment-là qu'on peut récolter la plupart de notre financement pour l'année. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dépenses, donc tout ce qui est pour les sorties, pour les nourritures, pour le financement de tout. Et c'est à ce moment-là qu'on récolte le plus possible. Donc c'est à 19h30 au Salon Vaufrège à la route Léon Lachamp, avec une participation aux frais de 65 € par personne. Et bien entendu, vous espérez des dons et des parrainages d'enfants. En fait, vous présentez ça comme un parrainage d'enfants. Voilà, exactement. Donc là, on invite, donc là, bien sûr, tous les enfants sont invités, les bénévoles vont aussi participer, les parents, la famille, et d'autres personnes et organismes qui soutiennent Beyahad. Et bien entendu, on appelle à chaque personne à verser le don qui peut. C'est vrai qu'on a lancé cette campagne de parrainage, donc on a dit si la personne elle veut soutenir un financement d'un centre aéré pour un enfant ou pour une sortie. Donc c'est vrai que quand la personne fait le don, ça peut lui permettre de pouvoir mieux voir dans quoi elle donne le don. Bravo en tout cas pour concrétiser. Cette magnifique initiative et ce projet tout à fait passionnant de Beyahad à Marseille. C'est un projet international, en fait il en existe dans beaucoup de villes et de pays dans le monde. Voilà, donc à la base en fait c'est un projet Lubavitch qui vient des États-Unis, c'est le Friendship Circle. Donc aux États-Unis il y a énormément d'organismes, ça s'est développé un petit peu en Europe, dont à Paris et Marseille maintenant depuis 5 ans. Et je crois au Brésil également, non ? Brésil, Israël, oui, il y a vraiment un petit peu partout dans le monde. Voilà, on espère que ça va pouvoir se développer dans d'autres pays. Et puis voilà, on appelle en tout cas aussi s'il y a des enfants qui ont envie de devenir bénévoles. Vraiment, on a besoin de plus de bénévoles parce qu'il y a beaucoup d'enfants donc déjà différents. Et il y a plusieurs projets. Donc il y a les sorties, il y a les visites, il y a les activités le dimanche. Il y a le centre aéré, il y a aussi, on fait les anniversaires. Donc pour chaque anniversaire d'enfant handicapé, on lui fait une fête, le gâteau, on lui offre un petit cadeau, etc. Vraiment, on a besoin de plus de bénévoles. Donc vraiment, on appelle tout le monde, tous les adolescents qui sont intéressés. Et le moment où on récolte
financement pour le budget de l'année. Alors bonne suite pour ce magnifique projet et puis donc rendez-vous pour nos auditeurs mercredi 3 juin à 19h30 au Salon Vaufrèges, rue Léon Lachamp. Merci beaucoup. Exactement, merci beaucoup, à bientôt, au revoir. À bientôt. عينك بكى وتظهر حزين مشغول البال جافك النوم ذات حياتك والأمال وحدك ما حطار تمشي في الشارع وجوال وكل نهار تنظر الشباك كحالة الانظار وانت في حبها مقهور وقربها متاملو لكن الحب يا مغرور صعيب وانت ما تقدر له عينك بكى وتطهر حليه مشغول البال جافك النوم ذات حياتك والأمان وحدك ما حصار تمشي في الشارع وجوال وكل نهار تنظر الشباك كحالة الانظار وانت في حبها مقهور وقربها متاملو لكن الحب يا مغرور صعيب وانت ما تقدر له ضحك واللعب بالمندولينو والسلي بامبينو لحنك تعجبني حنينة وتطربني وغني غني بصوت حنين وسلي بامبينو اليوم راك مهني على المندولينة تغني انت بشعرك مثل الذهب روح يا الصبي ما زلت صغير مع الصبيان مشيت تلعب الحب اللي هو كبير لكن الحب يا مغرور يا مغرور صعيب وانت ما Le DEJ, département éducatif de la jeunesse juive, un des mouvements de jeunesse qui compte à Marseille depuis quelques décennies, lance déjà ses inscriptions pour les camps de cet été. Pour en parler, David Amoyal, son directeur, bonjour. Bonjour Xavier. Alors comment ça se passe, comment ça se présente cet été qui va commencer ? Eh ben, ça se présente plutôt bien. On a un nouveau centre pour les grands, pour la JAC, les 14-17 ans. Donc on a ouvert les inscriptions cette année assez tôt pour pouvoir s'avancer sur le travail, pour pouvoir s'avancer sur le programme, sur tout ce qui s'ensuit. Les équipes sont déjà faites. On a cette année 4 centres en France et un centre en Israël. Donc le centre des petits, le centre à Bonn, à côté, on va dire ça à la frontière de la Suisse. On va dire ça comme ça. C'est pour les 6-10 ans. Ça sera du 6 au 23 juillet. 2 centres pour les pionniers, les 11-14 ans. Le centre de la Toussuire, la renommée de la Toussuire, c'est la colonie pour tous les jeunes. Et le centre de Mondy. Alors la différence entre les deux, c'est la date. Le centre de la Toussuire sera du 6 au 23 juillet. Et le centre de Mondy du 7 au 24. Et un tout nouveau centre en fait, Ézimpiné. C'est pour la JAC, c'est pour les 14-16 ans. Ça sera du 6 au 23 juillet aussi. Et le voyage en Israël, bien sûr, habituel pour les 15-17 ans, du 6 au 23 juillet. Donc on comprend, c'est des programmes pendant le mois de juillet, 3 semaines à peu près, de 6 d'un côté jusqu'à 17 de l'autre, 17 ans bien sûr. C'est tous les DEJ de France qui se regroupent ? C'est ça, exactement. Ça, c'est les programmes nationaux. Après, on a aussi nos programmes à part. On a un centre aéré qui est en train de se monter aussi. On l'a déjà fait l'année dernière en partenariat avec l'école et la synagogue Yavneh.
qui a très bien marché d'ailleurs. Les enfants étaient très contents aussi. Donc cette année sera renouvelée aussi l'expérience. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes pour le centre aéré, mais je pense d'ici à la fin de Pessah, on ouvrira aussi. Le DEJ a toujours eu une dimension bien sûr éducative, mais aussi, j'allais dire, sociale, au sens de faire en sorte que chacun puisse participer et aux activités tout au long de l'année et au rassemblement des jeunes pendant l'été. Est-ce que là aussi, il y a un soin particulier, des bourses, une étude de dossier ? Alors exactement, il y a plusieurs bourses qu'on accorde. Déjà on travaille avec le CASIM, qui, selon la bourse qu'il donne, nous faisons nous aussi de notre côté une bourse. Après, nous avons les bourses internes, les bourses au niveau du national, donc c'est des demandes de dossiers, et les bourses aussi, qui apparemment, je pense que c'est nouveau pour cette année, les bourses du Fonds social, que nous avons reçu donc les dossiers. Donc nous avons plusieurs aides, nous avons un peu de tout. Il suffit juste de m'appeler, de me demander, de m'envoyer un mail, un SMS, ce que vous voulez, et moi je répondrai. On le comprend, il y a beaucoup d'informations, je suis sûr que vous n'avez pas eu le temps de tout noter, donc pour joindre David Amoyal ou son équipe au DEJ, un numéro de téléphone. Bien sûr, donc c'est soit au local du DEJ 04 91 53 02 63 ou sur mon portable 06 52 68 87 99. Vous avez aussi la possibilité d'envoyer un message sur le site du DEJ www.dejmarseille.org ou sur l'adresse mail du DEJ dej.marseille@gmail.com. Bon, et puis vous retrouverez toutes ces données-là sur le site internet de l'émission de la radio, sur le Facebook de Ça change tout. Merci David Amoyel. Merci Xavier. Merci beaucoup. Bonne journée. Ouh, y a pas goût. Ouh, y a pas gui. Ouh, y a pas gaille, y a pas goût. Ouh, y a mama pas coucou, y a mama mi figure tout n'agagna tout coupouina. Quel amour. Ay, kata que beaucoup laissé des balas sur des béréniaux. Quel petit temps. Perché da su de far la boucle mais che nastobi. Quel chou. Mais che la doso de nei par la voria. Niente pas columbi. Giusto come te va la che mag. Ah, beaucoup donné c'è che di madame. E na bagada sui. No! Ah, ben, na deux jours. Zik de meklap. Plouf flip na slik. Lap, ploep, jap, plak, loop. Dat stikele. Dat stikele te maken boeit in de strooi de slak. Slak? De slak in de stroekenboei. Voor een stukje boek in een stukje met lawaai. Ouh, y a pas gab. Ouh, y a pas goût. Y a pas goût, y a pas gade na gasudui. E venanga da sudere ma bode. Ah, pacata sudure. Ma petite merveille. Ah, saka bagel ya sudui ne gavadoi. Oh, quel artiste. Va bagana na sudui de gavado. Mo, c'est de ne, yo banana j'ai du doumé. Ay da bagana ne du magan de l'ubede, c'était quoi da na youpé. Quel génie. Ouh là là.
Fin de cette première partie d'émission. Dans quelques minutes, les titres des informations. Nous nous retrouverons tout de suite après pour parler de la philosophie d'Heidegger et de la nuit de la philosophie à Aix-en-Provence. Merci des titres de ces informations. Nous en retrouverons le développement un petit peu plus tard sur l'antenne. Ça change tout est une émission qui vous est proposée par le Fonds social juif unifié et l'appel unifié juif de France. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h30 pour parler de la pensée d'Heidegger, puisque jeudi, grâce au centre communautaire Darius Milhaud d'Aix-en-Provence, a lieu la nuit de la philosophie autour de ce philosophe controversé Heidegger et ses élèves juifs. Ça se passe à l'Institut d'études politiques. Pour introduire le sujet, nous avons été chercher sur le campus numérique juif academ.org, un site magnifique que nous vous conseillons chaleureusement, produit par le Fonds social juif unifié, et une conférence donnée il y a quelque temps sur le thème « Peut-on encore lire Heidegger ?» de Nicolas Turtulian. Le sujet, c'était le problème du rapport entre la spéculation philosophique de Heidegger et son engagement politique, en particulier son engagement pour le national-socialisme. Donc l'intervention que je souhaitais faire concernait exclusivement ce problème, s'il y a un rapport entre les options politiques de Heidegger et le fond de sa spéculation philosophique, de sa pensée sur l'être. Et donc, je n'envisageais pas, par exemple, d'aborder les questions que vous avez évoquées, des rapports Heidegger-Levinas, Heidegger-Rosenzweig, ou même du rapport entre Heidegger et le judaïsme, que dans la mesure où on peut établir une connexion entre son engagement politique et le fond de sa pensée philosophique. Donc je fais cette précision liminaire que c'est le thème exclusif, un essai de fixer quelques repères pour une réponse à cette question. Si vous voulez, le point de départ m'a été suggéré par une prise de position d'un historien très connu, professeur au Collège de France, Paul V., qui, lors des débats suscités à la fin des années 80, après l'apparition du livre de Farias, a publié dans la revue Raison Présente un article intitulé « Responsabilité politique » ou « Hagiographie du philosophe », point d'interrogation. Et dans cet article, il défendait une position très tranchante sur cette question des rapports entre philosophie et politique. Je cite deux passages de ce texte de Paul V. « Nous sommes embarrassés de devoir constater qu'un des plus grands métaphysiciens qui ait jamais existé a pu être aussi un méprisable imbécile. La seule question sérieuse est alors de montrer avec précision et dans le détail sur quel point Heidegger s'est mis à abuser de sa propre doctrine
et apprendre à en inférer des positions politiques que cette doctrine ne comportait pas. Donc, selon l'auteur de cet article, les prises de position politiques de Heidegger ne découlaient pas de sa pensée philosophique. Il poursuivait en disant aussi pensons-nous que le débat français actuel est un faux débat. Ce n'est pas un philosophe qu'il faut juger, mais un petit bourgeois allemand, nationaliste et réactionnaire, mi-ridicule et mi-odieux. Comme le furent des millions de ses semblables, les Alliés en 1945 l'ont vidé de l'université, ils ont fort bien fait, mais l'ont laissé travailler et publier, en quoi ils ont également bien fait. L'Allemagne actuelle, Dieu merci, a dépassé ce passé. Or, le point de vue que je veux défendre, c'est que il y a une connexion en profondeur entre la spéculation philosophique heideggerienne et son acte d'adhésion au national-socialisme à partir de 1933. Je commence par dire que l'adhésion de Heidegger au national-socialisme n'a pas été un acte instantané, surgi sous la pression d'événements ponctuels, parce que lui-même a défendu l'idée que l'ancien recteur de l'université de Fribourg a été mis à l'écart, von Müllendorf, et qu'on a fait appel à lui pour sauver l'université. Donc, c'est à ce moment-là qu'il s'est engagé en tant que recteur de l'université en faveur du nazisme. Or, les documents que nous possédons montrent qu'il s'agit dans cette adhésion d'un processus qui s'étale dans le temps, dont les racines remontent au moins jusqu'au début des années 30. Donc, avant d'interroger les rapports entre la spéculation ontologique de Heidegger, sa pensée sur l'être, et son engagement politique, il faut regarder de plus près l'histoire événementielle, la façon dont Heidegger réagit à la situation sociopolitique de son temps, afin de déceler les mobiles immédiats de son engagement. On possède un corpus de documents, les lettres à sa femme ou à Elisabeth Blochmann par exemple, des témoignages de contemporains, celui de Hermann Mörchen, étudiant de Heidegger à l'époque, qui jettent des lumières parfois inédites sur le trajet de son adhésion. En lisant les lettres à sa femme, on apprend par exemple que déjà dès l'été 1930, Heidegger était un lecteur du Völkischer Beobachter, organe du parti nazi, qu'il éprouvait de la satisfaction devant les impasses de l'accusation dans le fameux procès de Leipzig, où 3 officiers aux sympathies nazies étaient jugés pour propagande nationale-socialiste dans l'armée, et qu'il a enregistré avec intérêt les mises en garde du parti nazi adressées au président Hindenburg au sujet de son appui au chancelier Brüning et au parti catholique du centre. Tout ça se passe en automne 1930. Selon le témoignage de Hermann Mörchen, qui a rendu visite à son professeur pendant les fêtes de Noël à la fin de l'année 1931, Heidegger lui a fait part de sa conviction que le national-socialisme était le seul mouvement capable de s'opposer de manière efficace au danger communiste. Ni l'idéalisme démocratique, c'est la formule de Heidegger, ni la probité de Brüning ne méritaient d'être prises en compte au point où les choses en étaient arrivées. Il ne fallait même pas reculer devant la méthode Boxheimer, disait Heidegger. Boxheimer, c'est des documents qu'on a découverts chez un activiste nazi qui prévoyait l'assassinat de dirigeants communistes après la prise du pouvoir par les nazis dans le land de Hesse. Ces documents ont fait la découverte ont fait beaucoup de bruit à cette époque. Alors, la hantise du communisme est un ressort central, à mon avis, de l'adhésion de Heidegger au national-socialisme. Une lettre envoyée pendant l'été 1932 à sa femme fait état des publications mensuelles de Trotsky, qui donnait son point de vue et ses commentaires sur la situation allemande.
Heidegger parlait aussi de ses discussions avec Alfred Boehmler au sujet de la montée en puissance du danger communiste. Il se sentait pleinement engagé dans le combat allemand et mondial contre le communisme. Une lettre envoyée le 7 mars 1933 à Maria Scheller, la veuve de Max Scheller, cautionnait sans réserve les plaidoyers de Hitler en faveur de la terreur, moyen légitime aux yeux de Heidegger, vu les actions effroyables des communistes. À l'époque, il y avait une guerre civile entre les communistes et les nazis, dans l'Allemagne de 1932, et peu de temps avant, il y a eu un procès, le procès Potempa, où 5 nazis ont été jugés et condamnés à mort pour l'assassinat dans des conditions atroces d'un ouvrier communiste. Donc c'était la guerre civile, pour reprendre une formule utilisée par Ernst Nolte, mais Heidegger parlait des actions effroyables des communistes pour justifier la thèse de Hitler que la terreur est le seul moyen d'en venir à bout. Cette lettre à Maria Scheller contient un éloge appuyé de la figure de Horst Wessel, personnage canonisé par les nazis. Dans la lettre envoyée après la Seconde Guerre mondiale à Herbert Marcuse, datée du 20 janvier 1948, Heidegger définissait ainsi les raisons de son engagement politique. Je le cite. À propos de 1933, j'attendais du national-socialisme un renouveau spirituel de la vie tout entière, une réconciliation des antagonismes sociaux et un sauvetage de l'existence occidentale des périls du communisme. Mais il faut dire que Heidegger nourrissait aussi une forte répulsion contre le catholicisme et contre le parti politique qu'il représentait, le Zentrum, le parti du centre. Il accusait ce dernier d'avoir encouragé le libéralisme, une autre grande cible de sa polémique, car il incarnait, le libéralisme, le règne du nivellement et de la médiocrité. Le communisme, disait Heidegger dans cette lettre, et autres, est peut-être horrible, mais c'est une chose claire. C'est une lettre de juin 1932. Alors que le jésuitisme est diabolique. Dans la même lettre, il désignait Rome, le Vatican, et Moscou, le Kremlin, comme les deux puissances idéologiques et politiques contre lesquelles il appelait de ses vœux l'hellénisation de l'esprit allemand, préconisé par Nietzsche, donc ce qu'il appellerait un peu plus tard la métaphysique de l'existence allemande qu'il se proposait de forger lui-même. C'est une lettre à sa femme où il parle de la métaphysique de l'existence allemande qu'il faut absolument élaborer pour contrer toutes ces pensées adverses dont j'ai énuméré 2. Il trouvait que son ami Jaspers était dans sa pensée encore trop tributaire d'un esprit humanitaire, zu menschheitlich, et encore trop marqué par une certaine spiritualité heidelbergienne pour comprendre pleinement la portée de la révolution en cours. Le désaveu du libéralisme traverse les écrits de Heidegger des années 30. Ces critiques visaient aussi bien l'ordre sociopolitique bâti selon les principes libéraux et démocratiques, la société comme un agrégat d'individus autonomes, que ses fondements doctrinaux. Il n'a jamais caché sa vive animosité contre la République de Weimar, avec son fractionnement de la vie sociale dans une multiplicité de partis politiques. Le cogito cartésien et le moi transcendantal kantien étaient à ses yeux les cautions philosophiques de la société libérale et démocratique moderne. Le néo-kantisme est désigné dans le rapport envoyé en juin 1933 au sujet du philosophe néo-kantien Hönigswald comme une pensée taillée sur mesure pour le libéralisme. L'organisation du congrès Descartes à Paris en 1937 pour fêter les 300 ans de la parution du discours de la méthode
est désigné par Heidegger, je le cite, comme une promotion de la conception dominante du savoir libéral-démocratique, qui appelait à ses yeux de la part de la délégation allemande une réponse authentiquement allemande. Je le cite, « Sur ce sujet, ce ne sont pas les souhaits de la direction française du Congrès qui m'importent. » C'est dans sa lettre au recteur Metz qu'il écrit ça. Mais la volonté originaire der ursprüngliche Wille des autorités allemandes de me voir figurer ou non dans la délégation allemande. Donc on voit bien que pour lui, le congrès des Descartes était une manifestation de l'esprit libéral-démocratique, justement parce qu'il établissait une connexion étroite entre le sujet cartésien et les positions libérales et démocratiques sur le plan sociopolitique. Sur la démocratie, les vues de Heidegger étaient dénuées d'ambiguïté. L'Europe veut toujours se cramponner à la démocratie et ne veut pas apprendre à voir que cette dernière serait sa mort historique. Il disait ça en 1937 dans son cours sur Nietzsche. Car la démocratie, poursuivait Heidegger, n'est, comme Nietzsche le dit clairement, rien d'autre qu'une variété du nihilisme, c'est-à-dire de la dévaluation des valeurs les plus hautes. Quelle est ma conclusion à partir de ces 3 points critiques du libéralisme et de la démocratie, critique du catholicisme, critique du communisme? C'est que la critique sociopolitique, Heidegger tourne en dérision les sociétés fondées sur le bien-être commun, der Gemeinwohl, ou sur l'égalitarisme. Cette critique est associée à une critique philosophique, où il met en jeu les principes de sa propre pensée. Le cogito cartésien, ou le moi transcendantal kantien, sont pour Heidegger des philosophies de la conscience, des Bewusstseins, qui fondent l'assurance de soi, du sujet. Cette dernière étant, selon Heidegger, je le cite, l'essence du libéralisme. Il leur reproche notamment de détourner le regard de l'enracinement du sujet dans son sol historique. Sol historique, c'est-à-dire la communauté du peuple, son destin, et dans le rapport sur Königswald, il parle même du sang et de la terre, du Blut und Boden, comme fondement de l'enracinement historique, comme il l'a fait aussi dans le discours du rectorat, où il parlait des forces de la terre et du sang. Plus tard, il ne va plus utiliser la formule Blut und Boden, c'est en 1933 qu'il l'utilise à plusieurs reprises, mais pour concrétiser cette idée d'enracinement. Tandis que le sujet cartésien, le sujet kantien, et même l'esprit hegelien sont mis en accusation comme des formes de pensée déracinées, des pensées sans ancrage dans un sol historique précis, sans historicité réelle. C'est quand même paradoxal de reprocher à Hegel, à l'esprit hegelien, le manque d'ancrage dans le sol historique, vu que Hegel essayait dans son concept d'esprit de faire la synthèse de toutes les déterminations historiques d'un moment. Le néo-kantisme est accusé par Heidegger de sacrifier au fantasme d'une raison logique universelle l'exemple même d'une pensée désincarnée, d'une conscience qui flotte en air, ein freischwebendes Bewusstsein. Mais c'est la raison universelle néo-kantienne, mais c'est la raison logique aussi hegelienne, qui est caractérisée par ce déracinement d'être une pensée désincarnée. Il me semble que Heidegger fait ici converger les motifs fondamentaux de sa pensée, l'ontologie du Dasein, l'ouverture à l'être, avec les objectifs de la révolution nationale-socialiste. C'est cette ouverture à l'être qui assure aux Allemands leur vocation particulière dans le monde de l'Occident. Il précise dans la même lettre que le combat contre le marxisme et contre le parti catholique du centre, risque de sombrer si on n'entend pas un combat spirituel contre leurs fondements doctrinaux, contre, je le cite, l'anti-esprit du monde communiste
et contre l'esprit moribond du christianisme. La révolution, à ses yeux, ne peut pas être purement politique, ce serait rester à la surface des choses, mais elle doit être surtout spirituelle. Sa pensée se veut l'expression de cette mission cachée, verborgener Auftrag, du peuple allemand. L'ancienne métaphysique de la subjectivité, ainsi que sa dernière excroissance, le règne de la manipulation, de la Machenschaft, une fois destituées, sont remises en cause par voie de conséquence les formes sociétales qui en découlent. Les sociétés libérales démocratiques, au premier chef, mais plus globalement l'américanisme, aussi bien que le bolchevisme, dernier avatar du règne de la manipulation de la Machenschaft. Il me semble que tout un réseau de connexions entre les prémices fondamentales de sa pensée philosophique, désuétude de l'ancienne métaphysique de la subjectivité, ancrage dans le Dasein comme le terrain neuf, ouverture vers l'être qui assure au peuple allemand sa place particulière dans le monde occidental, tout ça montre qu'il y a une cohérence chez Heidegger, comme ne pouvait pas y être autrement, entre sa spéculation philosophique et son engagement politique. Et la surprise offerte par la publication des cours de Heidegger des années 30 et 40, c'est l'abondance de ses réflexions sur l'histoire contemporaine, sur le communisme et la structure de la société soviétique, sur l'américanisme et sur le système politique anglais, sur certains aspects de la politique de Mussolini et du fascisme italien, sur les raisons de la victoire de l'Allemagne sur la France dans la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc l'image d'un Heidegger apolitique qui navigue seulement dans les sphères abyssales de la spéculation sur l'être est dissipée par tout cet ensemble de témoignages qui montrent un Heidegger qui réfléchit sur les principaux courants idéologiques, politiques de son temps et sur des structures politiques précises. La grille de lecture de ces réalités socio-historiques est toujours sa pensée sur de l'être, ayant comme axe de référence la différence ontologique entre l'être et les temps. C'est ainsi que les formes de société qu'il abhorre, la société américaine, aussi bien que la société soviétique, sont désignées comme des formes extrêmes de la Seinsverlassenheit, c'est-à-dire de l'abandon de l'être. Dans ses écrits sur Ernst Junger, ceux rédigés dans les années 1939-40, ou dans ses lettres envoyées fin 1939 aux combattants sur le front. Dans le volume sur Junger, il y a 2 lettres qu'il envoie à des combattants sur le front de combat contre la France, où il est question également de Junger. Heidegger esquisse les linéaments d'un ethos qui découlerait de sa pensée de l'être. Il prend ses distances par rapport à Junger, qu'il juge totalement assujetti à Nietzsche et à sa volonté de puissance. Or, cette dernière est aux yeux de Heidegger une expression extrême de la métaphysique de la subjectivité. Donc Heidegger n'est pas du tout un admirateur de la volonté de puissance, parce que la volonté de puissance et le culte de la force pure, c'est la dernière manifestation de la métaphysique de la subjectivité. Il entend fonder cette mission particulière des Allemands dans l'histoire de l'Occident sur un fondement beaucoup plus spiritualisé que la volonté de la puissance, que le culte de la pure force. C'est quand même une différence par rapport à l'image courante du nazi. L'éthos heideggérien exige l'émancipation totale des acteurs de l'histoire de l'hégémonie de l'étang. Il dit ceux qui restent prisonniers seulement de l'étang, sans accès à l'être, ne sont pas capables de décision, d'Entscheidung, et sont exempts d'historicité, de Geschichtlichkeit. Donc c'est seulement l'ouverture vers l'être qui peut assurer ce nouvel ethos en se débarrassant des limites de cantonnement dans les temps. Ils exigent l'instauration de la confiance dans l'être,
Zuversicht zu sein. Et en parlant de la compétition entre les empires démocratiques, l'Angleterre et l'Amérique, et la dictature impériale de l'Allemagne, il exprime par un acte de foi, il dit « Das ist unser Glaube ». Sa confiance, je le cite, dans la puissance essentielle cachée et non encore décantée des Allemands. Cette puissance a vaincre l'esprit de l'âge moderne et a instauré le rapport à l'être qu'il appelle de ses voeux. Je cite deux exemples d'analyse sociopolitique de Heidegger, destinés comment il attendait ce nouvel ethos et cette confiance dans l'être. Il manifeste dans un texte de 1939-40 une profonde hostilité contre l'Angleterre et contre son ordre politique, parce qu'il établit un isomorphisme entre l'État anglais et l'État soviétique. Il dit l'esprit de l'âge moderne qui a triomphé dans le règne de la manipulation dans l'Union soviétique a pointé à l'origine, déjà aux origines de l'État anglais. La démocratie parlementaire anglaise est en germe l'État que va devenir l'État totalitaire moderne de type soviétique. Le moralisme anglo-saxon, avec sa coloration bourgeoise chrétienne, lui apparaît tout à fait similaire à l'idéologie moralisante affichée par l'État soviétique. Et le syntagme qu'il utilise, bolchevisme anglais, qu'il forge à cette occasion, en dit long sur sa solidarité avec la guerre allemande contre l'Empire britannique. En 1942, dans son cours sur Hölderlin, l'entrée en guerre des États-Unis est désignée comme une agression contre l'Europe, donc contre le cœur de l'Occident. L'esprit américain incarne à ses yeux l'absence de l'histoire, die Geschichtslosigkeit. Il est privé de l'ancrage dans le commencement. Il est das Anfanglose. Et sa vocation, dit Heidegger, est l'autodestruction, die Selbstverwüstung. L'Allemagne peut, dit-il, attendre tranquillement son heure de plénitude. L'enchevêtrement entre la pensée de l'être et la mission privilégiée des Allemands est indiqué clairement. Quelques années plus tard, vers la fin de la guerre, lorsque l'Allemagne approchait de la catastrophe, Heidegger réitérait sa conviction selon laquelle l'Allemagne était investie de la mission de sauver l'Occident. Je crois qu'on peut parler d'un ethos heideggerien, concrétisation de sa pensée de l'être. Les figures qui incarnent cet ethos sont par exemple ces jeunes Allemands dont il parle dans sa lettre sur l'humanisme, qui ont affronté sur le front la mort, ayant présent à l'esprit l'œuvre de Hölderlin. Les jeunes Allemands ayant présent à l'esprit de l'œuvre de Hölderlin sont peut-être l'incarnation de cette nouvelle ethos heideggerienne. Le malheur est, à mon avis, que ces jeunes Allemands ont appartenu à une armée qui a perpétré les pires crimes et abominations. Mais sur ce point essentiel, les textes de Heidegger gardent le silence. Voilà, c'était une introduction à cette soirée de jeudi à partir de 19h30 à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, une soirée proposée par le centre Darius Milhaud dans le cadre des Nuits de la Philosophie. Fin de cette émission, vous pouvez la réécouter, la podcaster, en trouver les références discographiques ou les rendez-vous donnés par nos invités du jour sur la page Facebook. C'est Christine Bartoli qui s'occupe de nos réseaux sociaux. Merci à Marie qui a diffusé cette émission. Xavier Nataf vous retrouve la semaine prochaine.